Si vous êtes arrivé ici, il y a de fortes chances que vous êtes fan de Thom Yorke. Et si ce n'est pas le cas, vous avez au moins déjà entendu une fois cette musique. Ou vous avez déjà entendu sans vous en rendre compte dans des séries ou des films leur musique comme Fake Plastic Tree, Talk Show House, How to Disappear Completely. C'est une liste non exhaustive évidemment, mais ça me permet de vous montrer l'importance de ce groupe. Un groupe qui a toujours su rester dans le top, mené par leur leader Thom Yorke. Je vais vous parler évidemment de Radiohead. Mais plus précisément, je vais vous parler d'une histoire. L'histoire de In Rainbows. Comment les Radiohead ont réussi à défier les labels, leurs responsabilités et les fans. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'album le plus envoûtant de Radiohead, celui que j'aurais aimé connaître en premier pour découvrir ce groupe, celui qui remet en question toutes tes émotions et qui t'en fait découvrir de nouvelles. Vous le voyez, aujourd'hui, on va parler de In Rainbows de Radiohead. Ok, imaginez qu'un groupe légendaire décide de vous offrir son nouvel album et vous laisse seul, juge de son prix. Aucun label, aucun prix imposé, juste vous, votre passion et la musique. Bon, je vous présente le concept. In Rainbows, ça va sortir le 10 octobre 2007, sans crier gare, par surprise. Donc ce 10 octobre, Radiohead propose un lien pour télécharger la musique de In Rainbows. Vous pouvez le télécharger en MP3 et chaque fan va pouvoir fixer le prix qu'il souhaite. Et si tu veux jusqu'à 0, tu mets 0. Le payer ce que vous voulez vient de naître. Pay what you want en anglais, évidemment. Et vous en connaissez beaucoup des artistes qui donnent, entre guillemets, leur musique. Là, en 2025, c'est un petit peu plus commun, vous pensez. Mais à l'époque, 2007, c'était vraiment très original de faire ça. Et du coup, pourquoi ce choix historique? En fait, Radiohead, en 2007, lorsqu'ils sortent In Rainbows, ils sont sans aucun label, sans aucun contrat signé. Faut savoir qu'à cette époque-là aussi, il y a l'empire, entre guillemets, des leaks sur Internet, donc des fuites de musique sur Internet. Et donc, Radiohead, qui navigue entre plusieurs majors et subit ces fuites de musique, ils voulaient avant tout renouer le lien avec leurs fans. Thom Yorke qui va se confier, il va nous dire: la seule raison pour laquelle on a pu se permettre ça, c'est qu'on a déjà fait tout le parcours dans l'industrie, on n'est plus sous contrat, on a notre propre studio, pourquoi s'en priver? Mais In Rainbows, ça va pas être seulement le Pay What You Want, qui est vraiment historique, c'est aussi l'annonce surprise d'un album. Effectivement, le 1er octobre 2007, donc 9 jours avant la sortie de l'album, ça arrive comme une météore. Jonny Greenwood, qui est un des artistes qui compose du coup Radiohead, il va publier un petit message sur le blog du groupe. À l'époque, oui, c'était un blog. L'album est fini, il sort dans 10 jours et on l'a appelé In Rainbows. Immédiatement, tous les serveurs croulent sous les visites. Jamais un groupe de cette telle envergure avait fait une opération comme cela. Comme Radiohead enregistre du coup dans des studios à la campagne ou dans des studios perso, techniquement, héberger et transmettre le lien sur Internet, c'est comme si pour fournir l'album, il devait payer 3 centimes. Non, mais non, je ne vais pas crier. Si ça nous revient à 3 centimes pour faire un téléchargement de la musique, pourquoi ne pas laisser les fans choisir à notre place combien vaut notre musique? On va passer à l'aspect global de l'album. In Rainbows, c'est avant tout un album qui est construit comme un voyage personnel, intérieur, à la fois intime et universel. Les paroles, vous allez voir, elles sont beaucoup moins plus poétiques que les précédents albums et beaucoup plus personnelles. On y retrouve 3 grands points principaux. Le premier, c'est l'exploration de la condition humaine. Le deuxième, c'est le mélange des sonorités. Et le troisième point important, c'est la cohésion et le fait que ce soit un album grower qui évolue en français. Sur le premier point, Thom Yorke, il a décrit que les paroles étaient basées sur, je cite, cette peur anonyme, assis dans les embouteillages, en pensant « je suis sûr que je suis censé faire autre chose ». En gros, c'est un questionnement quotidien sur les actions et le sens de notre vie. L'album aborde plutôt la fugacité, tout commence dans un lieu et se termine ailleurs, à l'image du titre et du visuel coloré de l'album, qui évoque à la fois la beauté et l'éphémère. On y retrouve du coup une mélange des sonorités, représentée aussi avec le mélange des couleurs. On a un subtil mariage de rock, d'art pop et électronique, où les textures organiques, donc les guitares chaudes, le piano, côtoient des éléments plutôt froids. Et aussi glitchés, on a des batteries programmées et des synthés discrets. Et quand je vous parlais que c'était un album assez évolutif, en fait, In Rainbows, ça va faire un petit peu contradiction à certains albums qui vont plaire immédiatement. En fait, tous ces discrets clins d'œil mélodiques et sa progression très étudiée vont être révélés qu'après plusieurs écoutes. Vous en faites pas, j'ai dû l'écouter au moins 100 fois cet album. La construction suit un arc narratif assez lâche. On va passer de l'énergie dansante à 15 Steps, aux ballades crépusculaires comme Nude, on le verra aussi. Chaque titre va occuper une place très précise, comme les nuances d'un arc-en-ciel. Ça tombe bien, c'est le titre de l'album. Bon, évidemment, comment passer à côté de ces 3 mots?
la mort, l'amour et la responsabilité. Dans cet album, évidemment, ce sont les 3 thèmes principaux qu'on va retrouver. Derrière toute cette palette sonore, va rôder des préoccupations sur la mort, l'amour et le jugement. Ça va être symbolisé par exemple avec des titres qu'on verra tout à l'heure comme Reconner, qui veut dire celui qui rendra compte, ou All I Need, qui là va plutôt aborder la dépendance affective. Et oui, on en parle tout à l'heure, ça va être très important celui-là. L'album va questionner la façon dont nous vivons, dont nous aimons, et finissons par laisser nos traces. In Rainbows se présente comme un manifeste de notre liberté, à la fois artistique et humaine, où Radiohead redéfinit la valeur de la musique, non pas par son prix, mais plutôt par la profondeur de la connexion qu'elle crée. Oh là là, j'en ai perdu certains, non ? Allez, on passe à la pochette. La pochette est un artwork de Stanley Donwood, qui est un artiste qui a souvent travaillé avec Radiohead, et pour celle-ci, on y voit une forme assez particulière, très colorée, et l'artiste va mélanger du coup de la cire, des seringues, de la peinture, pour réaliser cette œuvre. Alors quand je parle de peinture, c'est marqué que c'est des billes de paintball normalement, ou des billes de peinture, qui va tirer un petit peu artistiquement, bref, au hasard quoi, pour réaliser cette magnifique chef-d'œuvre. Don Woods, qui travaille beaucoup avec Radiohead, a participé aux sessions d'enregistrement studio et s'est inspiré du coup des musiques pour créer la pochette. À la base, il avait fait un truc plutôt sur les banlieues, il avait pas trop compris. Heureusement, les musiciens étaient là pour donner leur avis du coup sur la pochette. Et Tom York a plutôt demandé quelque chose d'assez coloré, assez fugace, et quelque chose qui laisserait des petites traces plutôt sur du noir. Cette explosion du coup chromatique reflète parfaitement le contraste entre la chaleur organique des guitares par exemple, et l'électronique subtile qui traverse l'album. La texture semble plutôt liquide, comme si les couleurs étaient prêtes à glisser et laisser place au noir de la toile. Comme si en fait ces couleurs n'étaient pas faites pour durer. Mais d'un autre côté, si on voit plutôt le verre à moitié vide, on peut voir du coup que la toile est noire, mais qui est du coup momentanément colorée par nos actions, nos sentiments, nos émotions, qui remplit du coup la vie de couleurs. Derrière, on retrouve plutôt un aspect de lave, même si c'est une peinture jaune qui a explosé. On y revoit du coup à la fois la chaleur, mais la dangerosité. Mais au final, quand on y regarde, c'est un arc-en-ciel, mais il est très toxique. En gros, la pochette exprime que la beauté peut être aussi très dangereuse. On va passer à l'analyse des musiques. Pour l'instant, cet album, c'est celui où j'ai passé le plus de temps à analyser les musiques, alors que je connais par cœur les musiques, si bien que j'avais 2 pages presque à chaque fois sur chacun des sons. La beauté, en fait, de cet album, c'est qu'il y aura toujours 2 sens possibles minimum par chanson. À la première écoute, on peut se dire « Ah tiens, c'est cool ça !» Je pense que ça parle de ça. Mais quand vous écoutez de nouveau, et de nouveau, vous comprenez cette évolution et de quoi parle vraiment cette musique. Et ça fait écho à une musique qu'on verra tout à l'heure, Jigsaw Falling into Place, ça veut dire le puzzle se met en place. Et vous verrez que pour moi c'est la chanson maître de cet album. Et en fait, comme à chaque fois, la réponse est sous nos yeux. On commence avec le commencement. On va parler de 15 steps, 15 steps, ok ? 15 steps du coup, ça parle du coup de 15 marches, 15 pas. Et ici à la première écoute, c'est plutôt quelque chose d'assez dansant. On a un mouvement dansant et joyeux, et on se dit, bon, ça parle des pas de danse, évidemment. On y a une basse funky et inquiétante, et plus on s'y plonge dedans, plus on écoute les paroles. Une des lignes de cette musique dit ça évoque une chute brutale. C'est souvent interprété comme une métaphore de la potence ou de la mort imminente. Et ça traduit un mouvement de désillusion et de tromperie dans la vie courante. L'idée est que après un chemin balisé, donc là, les 15 pas qu'on l'on fait, on se retrouve soudain projeté dans le vide, sans filet. C'est beaucoup moins fun, hein. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est artistiquement comment ils vont faire la Radiohead pour rendre ça magnifique. On va avoir du coup un contraste sonore. Radiohead va superposer du coup à ces paroles sombres le son d'enfants qui acclament, enregistré au Matrix Music School à Oxford. Rien à voir avec Keanu Reeves, mais en tout cas, je suis sûr que c'est de la balle. Ce choc entre l'innocence des clameurs et l'image de la chute souligne une ironie et l'absurdité de la condition humaine. Et comme je vous ai dit, ces chansons prêtes à l'interprétation, et certains fans y voient aussi une crainte de Radiohead de s'essouffler, de manière artistiquement. Comme si le groupe redoutait d'avoir déjà montré ce qu'ils savaient faire, comme s'ils avaient déjà suivi ces 15 pas, avant de tomber dans la médiocrité. Ça souligne le malaise existentiel et la pression de toujours devoir se renouveler. On va parler de Nude, la chanson évidemment. Première écoute, du coup on se dit Nude, c'est ok, c'est une chanson assez vulnérable de quelqu'un qui se met à nu face à une personne qu'il aime. On a une ballade mélancolique, une progression jazz pop cassée. Alors effectivement, du coup, quand on écoute, il y a bien une vulnérabilité, mais
mais aussi un ennui. Thom Yorke va mettre en scène et exposer la peur de montrer son vrai soi. Par exemple, la lyrics Don't get any big ideas, they're not gonna happen traduit cet ennui et la crainte que nos aspirations restent à jamais impossibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nude a le même âge que moi en fait. Elle a été écrite dès 1997, et donc pendant 10 ans, Radiohead l'a gardée et l'a fait un petit peu mûrir, afin de trouver la forme définitive de cette chanson. En réalité, c'est grâce à une nouvelle ligne de basse qu'ils ont réussi à la rendre plus fluide et plus hypnotisante. Dans une des interviews, il y a Yorke qui se confie et qui avoue se sentir vraiment mal à l'aise, inconfortable, à chanter ce texte jugé trop féminin, beaucoup trop haut. Mais ce décalage a fini par devenir la force expressive de ce morceau. Ça révèle toute sa fragilité. Et c'est un petit peu ce qu'on a cherché au final. Si bien que cette musique passe comme un poisson dans l'eau. Et en parlant de poissons, tiens, si on allait en voir certains qui sont rigolos, on va parler de Weird Fishes. À la première écoute, on se prend pour un petit poisson qui explore le fond marin, et on y voit toute la beauté qui s'y trouve. Évidemment, vous voulez la deuxième écoute, vous. Évidemment, c'est une métaphore océanique. L'océan va représenter ici le subconscient. Le narrateur, qui est prisonnier d'une très grande tristesse, se trouve tout au fond de l'eau, prisonnier. Jusqu'à ce qu'un autre poisson arrive, et tout simplement, c'est jusqu'à ce qu'un nouvel amour vienne le séduire et le tirer hors de cet état léthargique. Si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, mais maîtrisez plutôt celle de Molière, les paroles musicales. Dans le tissage musical, on y retrouve du coup des guitares en arpège qui s'entremêlent en motifs multiples. Ça crée un petit peu une atmosphère sous-marine où on se sent à la fois submergé et enivré par le mouvement des vagues sonores. Ça nous fait un petit peu un effet hypnotique qu'on va retrouver encore plus en live. Par exemple, il y a une vidéo sur YouTube d'un live The Basement. Vous verrez que ce titre atteint vraiment un niveau de transe musicale. Comme si on basculait vraiment dans un état contemplatif, presque chamanique, porté par la répétition et le groove lancinant. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. Bon, la thématique de ce morceau, c'est la dévotion et le besoin de fuir. On arrive au meilleur moment. Jigsaw Falling into Place. Ah là, ça c'est vraiment la meilleure musique de l'album. Si vous découvrez l'album et que c'est la première fois que vous découvrez cette chanson, ça va sûrement être celle que vous préférez la moins. Mais au bout de 50 fois, je vous jure, eh bien, ça veut dire que le puzzle se met en place petit à petit. Alors pourquoi ? C'est un puzzle amoureux. La chanson est inspirée des errances nocturnes de Thom Yorke. Le morceau décrit l'euphorie d'une soirée où tout s'emboîte. C'est bizarre, mais je veux dire, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. C'est mêlé entre des rencontres, de la séduction, des promesses, avant de très vite basculer dans le chaos de l'excès et de la désorientation. Comme vous savez, il y a plusieurs interprétations à la musique. Certains parlent d'une personne qui s'est fait droguer en soirée, d'autres qui a trop bu, tout simplement. La chanson, en tout cas, on est sûr, amène une imagerie urbaine. On y voit les rues, les néons et la foule qu'on imagine. Tout cela devienne le cadre d'une quête d'intimité. En gros, on suit le narrateur qui se ferait un chemin, cherchant un petit peu à remplir son vide intérieur. Ce qui est sûr aussi, on y retrouve une dynamique rythmique. On a vraiment une batterie martelée et des cordes urgentes qui renforcent du coup cette sensation d'euphorie et de course effrénée, comme un cœur qui bat trop vite, traduisant du coup l'ambivalence, la dualité, entre extase et malaise. Comme je vous disais, c'est peut-être la musique qui laisse le plus de place à l'interprétation. Moi, je vois surtout ça comme le moment où tout s'emboîte après une rupture amoureuse, où le deuil de la perte de cette personne est effectué et qu'on croise pour une fois une personne qui nous fait ressentir à nouveau quelque chose, ou l'on revit entre guillemets, puisque à nouveau, on ressent quelque chose. Et c'est un peu le thème de l'album, de sentir des choses. Comme vous avez deviné, c'est ma chanson préférée, et de loin, c'est vraiment facilement dans le top 5 de mes musiques préférées all time. All time. Oui, monsieur. Bon, on passe à la musique suivante. Qui est une des chansons aussi très controversées. Ok, bon, pour celle-là, je vais en décevoir certains. Et encore, 2 lectures pour celle-là. On va parler de All I Need, tout ce dont j'ai besoin. C'était un indice sur la vidéo précédente de Amy Winehouse, vous l'avez vu ? Donc, il y a 2 lectures. Soit c'est l'amour en symbiose, l'amour total entre 2 personnes. La plupart des personnes espèrent que c'est celle-là. La deuxième version qui est la vraie version, ça parle d'une dépendance affective. Moi, j'ai toujours voulu faire partie de cette team de l'amour total. Et il faut se rendre à l'évidence, les gens. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Du coup, on y retrouve une obsession et une dépendance. Le narrateur se décrit comme un animal piégé, qui illustre une dépendance affective malsaine. L'amour qu'il porte n'est pas réciproque et devient vraiment étouffant. Mais si cette confession et cette dépendance est si belle, c'est surtout grâce et par ce crescendo orchestral. Le morceau monte vraiment en intensité grâce aux cordes, aux synthétiseurs, les clochettes et le piano, qui offrent un petit écrin doux amer à cette confession sombre. Et entre la lutte entre l'amour total et la dépendance, la balance penche encore plus lorsque Radiohead sort un clip pour MTV Exit. Le clip juxtapose deux vidéos en même temps, et ce sont deux enfants de milieux de vie différents. Il utilise la chanson pour dénoncer un peu la traître des êtres vivants, un écho très fort à cette notion d'emprisonnement et de souffrance. Si ça parlait vraiment d'amour, le clip aurait été différent, non? Et ça finit par cette phrase: les choses coûtent plus que ce que vous pouvez y penser, ce qui fait un clin d'œil avec l'amour et toute l'émotion et l'énergie qu'elle vous puise. Pour moi aussi, c'est un hurlement déchirant. J'aurais voulu que c'était l'amour total, c'est trop beau comme musique. Est-ce que tu veux rester dans ma team et penser que c'est une musique d'amour? Après tout, on est français, on comprend pas l'anglais, non? En tout cas, moi, je ferai aucun jugement si vous préférez voir la musique comme quelque chose d'enthousiaste. En parlant de jugement, on va parler de Reckoner, qui va être la dernière chanson que je vais traiter aujourd'hui. Reckoner, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui donne le jugement, et le jugement moral est un des thèmes principaux de cette musique. Reckoner, ça désigne celui qui rendra compte de vos actes à la fin de votre vie. C'est donc un chant de responsabilité et d'introspection quant à nos choix et nos conséquences. Tout cela est accentué par un tissu sonore. York y déploie un falsetto. On l'a vu ce que c'était dans Arctic Monkeys. Tout ça sur un piano délicat. Une guitare sinueuse, créant une sensation de flottement et d'émerveillement, mais aussi de mélancolie. Du coup, tout cela crée une atmosphère plutôt éthérée, aérienne, et on rajoute à ce falsetto délicat des percussions assez fines. Pour moi, cette musique aurait dû être la dernière musique de l'album, parce que ça conclut parfaitement toutes les émotions que cet album apporte. Comme je vous ai dit, on avait la possibilité de télécharger In Rainbows presque gratuitement, en donnant du coup la somme que vous voulez et que vous pouvez. Malgré tout cela, à votre avis, mais oui, In Rainbows a été piraté de nombreuses fois. Ils estiment que 70% des personnes qui avaient cet album l'avaient piraté, qui était à peu près commun à l'époque aussi. Mais dans tout cela, malgré du coup que ce soit un lien gratuit, In Rainbows, ça a généré presque 3 millions de dollars grâce au modèle de Pay What You Want. Et ça surpasse du coup les CD et les vinyles de leurs deux albums précédents. Le journal Time qualifiera de l'une des plus surprenantes sorties d'albums et une sortie des plus importantes de l'histoire récente de la musique et nommera Radiohead comme les pionniers du surprise drop. Aujourd'hui, Beyoncé, Drake, Kanye West se sont emparés du coup de cette annonce surprise, mais récemment du coup il y a eu aussi Orelsan avec La fête est finie. Mais bon, vous l'avez déjà vu la vidéo, non? Le journal Rolling Stone a inclus Radiohead In Rainbows dans sa liste actualisé des 500 plus grands albums de l'histoire de la musique de tous les temps. Et pour finir, In Rainbows en 2008, ça a été le disque vinyle le plus vendu au Royaume-Uni. Il a été certifié disque de platine. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2025, et t'es peut-être comme moi fan de Radiohead. Et si tu suis les actualités, il y a beaucoup d'hypothèses comme quoi Radiohead serait de retour pour faire une tournée bientôt. Alors t'inquiète pas, je vais rester à l'affût, j'espère que toi aussi. Mais en attendant, prends le temps de retrouver ce classique. In Rainbows, ce n'est pas seulement un album, c'est un manifeste. Il a défié les labels, les responsabilités et les fans, et a prouvé que la véritable valeur d'une musique, elle ne s'achète pas, elle se vit. Tu viens de plonger avec moi dans l'univers libre et coloré de In Rainbows, où Tom York interroge la condition humaine par la fragilité et l'indépendance. Pour notre prochain épisode, j'ai mis que 2 indices, mais je vais être gentil avec toi, je vais te donner la réponse. Attendez, je l'ai mis là je crois. On parlera de Meteora, on changera de décor, on partira en 2003 chez Linkin Park avec leur album Meteora. C'est un album qui est proche de In Rainbows, dans le sens où il a donné une voix au tourment. Leur point commun, l'angoisse et la confession. Linkin Park et Chester vont explorer la douleur et la solitude intérieure avec des hurlements déchirants. Tom York, c'était plutôt par un falsetto plaintif. In Rainbows et Meteora sont avant tout des road trips émotionnels où chaque titre dessine un paysage mental. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. À suivre. Je t'emmènerai bientôt du coup dans les studios de Californie pour décrypter Meteora et pour montrer comment ils ont réussi à capturer l'essence d'un chaos intérieur et comment ces 4 génies de Californie enseignaient déjà une leçon de vie et une sincérité brute. Sur ce, je remercie d'avance tous ceux qui vont m'apporter du soutien et moi, je vous laisse aller découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre. Rien que pour l'amant du disque.